Je suis Amber Wilson, j'ai 32 ans et je travaille comme analyste financière à Boston. Après des années de travail acharné, je me suis construite une vie modeste mais confortable. Alors, quand j'ai reçu par la poste des documents de prêt immobilier pour une maison que je n'avais jamais achetée, j'étais confuse. Puis la bombe a explosé. Mes parents m'ont dit, nous avons décidé que c'est toi qui devrais payer l'hypothèque de ta sœur. Quand j'ai refusé, ils m'ont carrément poursuivi en justice pour exiger 480 000 $. Ce qui a suivi a été un cauchemar qui a déchiré ma famille et nous a emmenés devant les tribunaux. Avant de te raconter comment ce cauchemar a commencé, dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux entendre d'autres histoires de drames financiers en famille qui pourraient t'éviter de vivre la même chose. Pour comprendre comment les choses ont pu devenir aussi catastrophiques entre ma famille et moi, il faut d'abord connaître un peu la dynamique de la famille Wilson. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne dans le Connecticut, avec mes parents Eleanor et Richard Wilson, et ma petite sœur Heather, qui a 4 ans de moins que moi. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours senti un déséquilibre dans la manière dont mes parents nous traitaient. J'étais censée être la fille responsable, celle qui réussit, celle qui gère tout. Pendant ce temps-là, Heather était choyée, protégée, et pour être honnête, pourri gâtée. Si j'avais un A+ à un contrôle, on me demandait pourquoi ce n'était pas un A. Si Heather avait un C, mes parents fêtaient ça et lui achetaient un cadeau pour l'encourager. Notre maison n'était pas violente ou abusivement toxique, rien d'aussi grave. Mais elle était pleine de petites injustices qu'on ne comprend vraiment qu'une fois adulte, quand on regarde en arrière. Par exemple, moi, j'ai eu un vélo d'occasion pour mes 16 ans, alors qu'Heather a eu une voiture pour son anniversaire. Ou encore, je devais faire des petits boulots pendant tout le lycée, alors qu'Heather n'avait qu'à profiter de son adolescence. J'ai été la première de la famille à aller à l'université. J'ai travaillé très dur pour obtenir une bourse partielle à l'université de Boston. J'ai pris un prêt étudiant pour payer le reste et je travaillais 20 heures par semaine à la bibliothèque du campus pour payer mon loyer. Mes parents ne m'ont pas donné un seul centime pour mes études, en disant qu'ils devaient économiser pour l'avenir de Heather. À l'époque, je ne leur en voulais pas. J'étais fière d'être indépendante et déterminée. Heather, de son côté, est allée dans 3 universités différentes en 5 ans, sans jamais obtenir un diplôme. Mes parents ont payé ses frais de scolarité à chaque fois, lui ont loué un appartement, lui ont donné de l'argent de poche, et n'ont jamais rien dit quand elle arrêtait ses études pour se retrouver. Quand elle a eu 23 ans, ils avaient dépensé plus de 150 000 $ pour ses études abandonnées, pendant que moi, je remboursais encore mes prêts. Après l'université, j'ai décroché un poste junior dans une entreprise financière à Boston. Je vivais dans un petit appartement avec 3 colocataires, je mangeais souvent des nouilles instantanées, et chaque dollar en trop servait à payer ma dette étudiante. Il m'a fallu 5 ans de vie comme ça, avec plusieurs promotions, avant de pouvoir m'offrir un appartement d'une chambre à moi seul. J'ai constitué un fonds d'urgence, j'ai cotisé à mon 401k, mon plan retraite, et j'ai fini de rembourser mon prêt étudiant à 30 ans. Cette indépendance financière a été dure à obtenir, mais j'en étais fier. Pendant ce temps, Heather passait d'un boulot à l'autre, magasin, restauration, assistante. Elle ne restait jamais plus de quelques mois. Elle vivait dans le sous-sol de chez nos parents, sans payer de loyer, jusqu'à l'âge de 27 ans. Quand elle a enfin déménagé, mes parents ont co-signé le bail avec elle, ont payé sa caution, et lui ont même offert les meubles en guise de cadeau de pendaison de crémaillère. Pendant toutes nos vingtaines, mes parents m'ont souvent demandé de l'aider financièrement pour Heather. Quand sa voiture est tombée en panne, ma mère m'a appelé au lieu d'un garagiste. Tu es doué avec l'argent, non? Tu peux bien donner quelques centaines de dollars pour que ta sœur répare sa voiture. Elle en a besoin pour travailler. Ou quand Heather voulait partir en vacances avec ses copines mais n'avait pas les moyens, mon père m'appelait pour me proposer de lui offrir le voyage comme cadeau d'anniversaire, même si son anniversaire était dans des mois. À chaque fois, je ressentais un mélange de rancune et d'obligation. Et à chaque fois, je cédais en me disant que c'était juste pour cette fois, et que la famille devait s'entraider. Mais ce n'était jamais juste une fois. C'était devenu une règle non dite. Puisque je réussissais bien, c'était à moi de financer la vie de ma sœur. Les réunions de famille devenaient de plus en plus tendues depuis que j'avais passé la trentaine. Quand je parlais d'une promotion ou d'un petit investissement que j'avais fait, ma mère changeait aussitôt de sujet pour dire qu'Heather avait du mal à payer son loyer ou qu'elle était stressée à cause de ses dettes de carte de crédit. Le message était toujours clair. Ton succès veut dire que c'est à toi de régler ces problèmes. Le dernier Thanksgiving a été particulièrement gênant. Je venais d'être promu au poste d'analyste financière senior, avec une belle augmentation de salaire. J'ai eu la mauvaise idée de le mentionner quand ma tante m'a demandé comment allait le travail. Quelques minutes plus tard, mon père m'a pris à part pour me demander si je pouvais t'aider à payer le prêt de consolidation de dette d'Heather. Elle est noyée dans les intérêts, m'a-t-il dit. Avec ton nouveau poste, ça ne changera presque rien pour toi.
J'ai esquivé en disant « Je dois regarder mon budget ». Mais en partant, j'ai entendu ma mère dire à Heather « Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution avec Amber. Elle ne comprend pas comment fonctionne le vrai monde pour les gens normaux. » L'ironie de cette phrase, venant d'une femme qui n'avait jamais permis à ma sœur de vivre dans le vrai monde, ne m'a pas échappé. Malgré tout ça, je voulais encore l'approbation de ma famille. Je voulais qu'ils soient fiers de ce que j'avais accompli à la force de mon travail et de ma discipline. Je voulais qu'ils voient que j'avais construit quelque chose de solide sans le filet de sécurité qu'ils avaient toujours donné à ma sœur. Au fond, je pense que j'étais encore cette petite fille qui espérait qu'en réussissant assez, ils finiraient par m'aimer autant qu'ils aimaient Heather. Mais cet espoir, même s'il était naïf, allait être brisé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un mardi ordinaire, au mois d'avril, quand j'ai vérifié mon courrier en rentrant du travail. Parmi les factures habituelles et les pubs, il y avait une grosse enveloppe de la société de prêts immobiliers Massachusetts Bay Mortgage. Je pensais que c'était juste une pub et j'ai failli la jeter. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait un ensemble complet de documents de prêts immobiliers pour une maison située au 247 Oakwood Drive, à Winchester, Massachusetts, une banlieue chic à 20 minutes de Boston. Mon nom y figurait comme emprunteuse pour un prêt de 480 000 $. Le paiement mensuel était de 2 850 $ pour un prêt fixe sur 30 ans. J'ai eu l'impression de sortir de mon corps. Je n'avais jamais demandé ce prêt. Je n'avais jamais vu cette maison. Et pourtant, il y avait ma signature ou quelque chose qui y ressemblait sur plusieurs documents. J'ai immédiatement appelé la société de prêt, mais c'était déjà fermé. J'ai laissé un message urgent en parlant d'un possible vol d'identité, puis j'ai passé une nuit blanche à me demander comment cela avait pu arriver. Le lendemain matin, avant même que je ne puisse rappeler la société, ma mère m'a appelé. « Tu as reçu les papiers du prêt ?» m'a-t-elle demandé, comme si elle me parlait d'une carte d'anniversaire. « Maman, c'est quoi cette histoire ?» ai-je demandé, paniqué. « Ces papiers sont à mon nom, pour une maison que je ne connais même pas. »« Justement, il faut qu'on en parle, » m'a-t-elle dit. « Ton père et moi pensons qu'il est temps qu'on se voit tous pour dîner. Tu peux venir ce soir ? Heather sera là aussi. » Mon estomac s'est noué. « Maman, je dois savoir ce qui se passe maintenant. C'est une sorte de vol d'identité ? Ne fais pas ta dramatique, Amber, a-t-elle soupiré. C'est une affaire de famille. On t'expliquera tout ce soir à 18h. Elle a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail, chose que je ne fais presque jamais, et j'ai passé la journée dans un brouillard d'angoisse et de confusion. Le soir, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, dans le Connecticut, là où j'avais grandi. La voiture d'Heather était déjà dans l'allée, une Honda Civic récente que mes parents l'avaient aidé à financer 2 ans plus tôt. Quand je suis entré, ils étaient tous assis dans le salon, très calmes. Ma mère m'a servi un verre de vin sans me demander si j'en voulais. Mon père m'a désigné le fauteuil en face d'eux, comme si j'étais venu pour un entretien d'embauche et pas un dîner de famille. « Amber, » a commencé mon père, « on sait que tu es confuse à propos des papiers du prêt, mais ça fait un moment qu'on prépare ça. »« Préparer quoi exactement ?» ai-je demandé, le verre restait intact sur la table basse. « Tu sais qu'Heather loue cet appartement trop cher à Cambridge, » a dit ma mère. Et vu comment le marché immobilier évolue, on s'est dit qu'il était temps qu'elle ait sa propre maison. « Très bien, » ai-je répondu prudemment. « Mais ça a quoi à voir avec moi ?» Mon père s'est éclairci la gorge. On a trouvé une maison parfaite à Winchester. Un bon quartier, de bonnes écoles pour quand elle aura des enfants, et c'est bien situé. Le problème, a continué ma mère, c'est qu'avec les antécédents de crédit et l'emploi des heures, elle ne pouvait pas obtenir un prêt seul. Un frisson glacial a commencé à m'envahir. Donc vous avez utilisé mes informations ? Mon crédit ? Mon salaire ? Ma voix montait à chaque mot. Ne t'énerve pas, a dit mon père d'un ton sec. On a décidé que c'était toi qui devrais payer ce prêt. Je les ai regardés, abasourdis. Vous avez décidé, sans me demander ? Sans mon accord. Tu réussis bien dans ta carrière, a dit ma mère, comme si ça suffisait comme explication. Ta sœur a besoin de cette maison, et la famille prend soin de la famille. Heather, qui était restée silencieuse jusqu'ici, a enfin parlé. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre, Amber. Tu parles toujours de tes promotions et de tes placements. Moi, j'ai du mal à payer mon loyer chaque mois. Parce que tu n'as jamais gardé un travail plus de quelques mois, ai-je explosé. Et même si je pouvais me le permettre, ce qui, au passage, n'est pas du tout le cas sans ruiner mon avenir financier, ça ne donne à personne le droit de faire une fraude en mon nom. Fraude est un mot très laid, a dit ma mère en fronçant les sourcils. On est une famille. Comment vous avez fait ça ? Ai-je crié. Comment vous avez eu ma signature ?
Mes informations financières? Mon père s'est agité sur sa chaise. On avait encore tes anciennes déclarations d'impôts de quand tu vivais ici. Et ta mère, eh bien, elle a toujours été douée pour imiter les signatures. J'ai senti que j'allais vomir. Donc vous avez falsifié ma signature sur des documents officiels? Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous avez fait? C'est du vol d'identité. C'est de la fraude. C'est un crime. Ne dramatise pas, Amber, a soufflé Heather. Ce n'est pas comme si des étrangers profitaient de toi. On est ta famille. Une famille qui trouve normal de voler mon identité et de m'imposer une dette de 500 000 $ sans mon accord. Je criais maintenant, incapable de contenir ma colère et mon choc. Baisse d'un ton, a ordonné mon père. La décision est prise. La maison est déjà achetée. Heather emménage la semaine prochaine. La décision n'est pas prise, ai-je dit en me levant. Je n'ai jamais donné mon accord. Je ne paierai pas une hypothèque que je n'ai jamais signée. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé ma mère, la voix basse et menaçante. Je veux dire non. Un non clair et définitif. Je ne paierai pas un seul centime pour ce prêt. Et demain, je vais signaler cette fraude à la police et à la société de prêt. Il y a eu un silence choqué. Puis tout a explosé. Heather s'est mise à pleurer, en criant que je ruinais sa vie. Ma mère a commencé à raconter tous les soi-disant sacrifices qu'ils avaient faits pour moi. La plupart étaient des mensonges. Mon père m'a menacé de me renier si je ne faisais pas enfin la bonne chose pour une fois dans ta vie égoïste. La bonne chose, ai-je répondu en ricanant amèrement. La bonne chose aurait été d'apprendre à Heather à être responsable avec l'argent au lieu de l'encourager à dépendre de vous. La bonne chose aurait été de me respecter assez pour au moins me demander avant de commettre un crime en mon nom. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte. Ma mère m'a suivi et m'a attrapé le bras. Si tu passes cette porte, tu ne fais plus partie de cette famille, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si faire partie de cette famille veut dire détruire mon avenir financier et enfreindre la loi, alors peut-être que je ne veux plus en faire partie. J'ai conduit jusqu'à chez moi en pleurant, partagé entre la rage, la trahison et un immense chagrin. La famille que j'avais passé ma vie à vouloir satisfaire venait de me montrer à quel point elle ne me respectait pas. Je n'étais pas leur fille. J'étais un distributeur automatique avec un cerveau trop indépendant. Le lendemain, j'ai appelé mon amie Jessica, qui est assistante juridique dans un cabinet spécialisé dans les crimes financiers. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, la voix tremblante de colère et de choc. « Amber, c'est très grave », m'a dit Jessica après m'avoir écouté. « Ce que tes parents ont fait, c'est du vol d'identité et une fraude hypothécaire. Ce sont des crimes fédéraux. »« Je sais », ai-je répondu, esséuré. « Mais ce sont mes parents, et si ma sœur va en prison, ça va la briser. » « Écoute, je ne dis pas que tu dois tout de suite porter plainte au pénal. Mais tu dois te protéger légalement et financièrement. Le prêt est à ton nom. Si les paiements ne sont pas faits, c'est ton crédit qui va être ruiné. C'est ton avenir qui sera détruit. » Jessica m'a mis en contact avec Rachel Goldstein, une avocate de son cabinet, qui a accepté de me recevoir gratuitement pour une première consultation. Rachel n'a pas tourné autour du pot. « D'abord, il faut tout documenter, m'a-t-elle dit. Ensuite, il faut informer officiellement la société de prêt, le bureau des titres de propriété, et peut-être la police que ce prêt a été contracté frauduleusement, sans ton accord. Mes parents vont aller en prison, ai-je demandé, toujours partagé entre leur trahison et mon attachement. Ça dépend si tu décides de porter plainte. Mais quoi qu'il arrive, tu dois te détacher légalement de ce prêt avant que les paiements ne commencent. Pendant la semaine suivante, j'ai rassemblé toutes les preuves. Les documents falsifiés. Les emails et messages de mes parents où ils admettaient ce qu'ils avaient fait, et une chronologie des événements. Rachel m'a aidé à rédiger une lettre officielle adressée à mes parents, envoyée par courrier recommandé. Cette lettre disait très clairement que je ne prendrais aucune responsabilité pour le prêt, que j'étais au courant de la fraude commise en mon nom, et que je prendrais toutes les mesures juridiques nécessaires pour me protéger. 3 jours après la réception de cette lettre, mon père m'a appelé. J'ai laissé le message aller sur ma messagerie. « Amber, cette crise d'enfant gâté a assez duré », disait sa voix forte dans le haut-parleur. « Ta mère est en larmes, Heather pleure depuis des jours. Il faut que tu grandisses et que tu acceptes tes responsabilités familiales. Rappelle-nous tout de suite pour qu'on règle ça comme des adultes. » Je ne l'ai pas rappelé. À la place, j'ai suivi les conseils de Rachel. J'ai envoyé des notifications officielles à la société de prêt et au bureau des titres de propriété du comté, ainsi qu'une déclaration sous serment affirmant que ma signature avait été falsifiée. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré.
Mes parents ont commencé à m'appeler plusieurs fois par jour avec différents numéros pour contourner mon blocage. Ma mère s'est pointée à mon travail, a fait un scandale dans le hall, jusqu'à ce que la sécurité la fasse sortir. Mon père a envoyé un email à mon patron, disant que j'étais mentalement instable et que j'accusais faussement des membres de ma famille. Heureusement, mon patron a vu que c'était du harcèlement et m'a soutenu. Heather, elle, a lancé une sorte de campagne contre moi sur les réseaux sociaux. Elle a posté des vidéos où elle pleurait en disant que sa sœur voulait la rendre sans abri par pure méchanceté. Elle a partagé des captures d'écran modifiées de nos conversations, pour me faire passer pour une personne sans cœur. Elle a même lancé une cagnotte GoFundMe intitulée « Abandonnée par ma sœur quand j'avais le plus besoin d'elle », qui a récolté plusieurs milliers de dollars sur une histoire totalement inventée. Même les membres de la famille élargie s'en sont mêlés. Des tantes, des oncles, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années ont soudain eu des opinions très tranchées sur mon comportement égoïste. Certains m'ont envoyé de longs messages sur la loyauté familiale. D'autres m'ont juste supprimé ou bloqué des réseaux sociaux sans même m'écouter. Seule ma grand-mère maternelle, Ruth, m'a envoyé un message sincère. « Amber, ma chérie, il semble qu'il se passe beaucoup de choses avec tes parents et ta sœur. Je ne prends pas parti, mais je suis là si tu veux parler. Je t'aime. » Ce petit message de soutien sans condition m'a fait fondre en larmes. C'était le seul geste de ma famille qui ne venait pas avec de la manipulation. De son côté, le service antifraude de la société de prêt avait ouvert une enquête. Mais ils m'ont prévenu que cela pouvait prendre des mois. Ils ne voulaient pas me dire quelles mesures ils prendraient contre mes parents à cause de l'enquête en cours. Le stress commençait à me ronger. Je dormais mal, je faisais des cauchemars où je devenais sans abri ou j'allais en prison pour des dettes que je n'avais pas faites. Mon travail s'en est ressenti, au point que mon manager m'a convoqué pour discuter. J'ai arrêté mes cours de yoga hebdomadaires, je ne voyais plus mes amis. Je passais mes soirées à fixer mais en espérant une réponse de Rachel ou de la société de prêt. Puis l'ultimatum est arrivé. Mon père a laissé un message vocal glaçant. « Amber, c'est ton dernier avertissement. Ta mère et moi avons consulté notre avocat. Si tu ne retires pas ta plainte pour fraude et si tu ne prends pas en charge l'hypothèque de ta sœur d'ici la fin de la semaine, nous allons t'attaquer en justice pour la valeur totale de la maison. Tu crois être maligne avec ton avocate de Boston, mais on a des années de preuves de promesses familiales que n'importe quel juge respectera. Ne nous pousse pas à bout. » J'ai immédiatement transféré le message à Rachel. Elle m'a rappelé dans la minute. « Il bluffe », m'a-t-elle rassuré. Il n'existe aucun contrat verbal valable pour obliger quelqu'un à payer un prêt immobilier d'un demi-million de dollars. Et les promesses familiales ne sont pas des contrats légaux. Donc je les ignore, ai-je demandé. Rachel a marqué une pause. Pas tout à fait. Même si leur plainte est absurde, si elle est déposée, tu devras y répondre. Et même se défendre contre un procès sans fondement peut coûter cher et être très stressant. Qu'est-ce que je dois faire alors? Continue de tout documenter. N'interagis plus directement avec eux. Et Amber, tu devrais peut-être envisager une ordonnance d'éloignement, vu que leur harcèlement s'intensifie. Une ordonnance contre mes propres parents? L'idée était si surréaliste que j'ai éclaté de rire, avant de fondre en larmes. Comment on en est arrivé là? Comment les gens censés m'aimer et me protéger sont devenus ceux dont je devais me protéger légalement? 4 jours plus tard, j'ai reçu les papiers du tribunal à mon appartement. Mes parents me poursuivaient vraiment en justice pour 480 000 dollars. La valeur totale de la maison qu'ils avaient achetée frauduleusement à mon nom. Leur plainte légale était un chef-d'œuvre de manipulation et de réécriture de l'histoire. Ils y affirmaient que j'avais donné mon accord verbal pour acheter une maison à ma sœur. Que j'avais trahi un pacte familial. Et qu'ils avaient agi comme mes représentants, de bonne foi. C'était absurde, rageant et terrifiant à la fois. Parce que, même si leurs arguments étaient sans fondement, je faisais face à un vrai procès, qui pouvait vider mon compte épargne, nuire à ma réputation professionnelle, et durer des mois, voire des années. Assise sur mon canapé ce soir-là, avec les papiers juridiques éparpillés autour de moi, je me suis senti au plus bas. Je me sentais totalement seul. La famille que j'avais passé ma vie à vouloir satisfaire non seulement m'avait trahi, mais elle essayait maintenant activement de détruire l'indépendance que j'avais construite avec tant d'efforts. Pour la première fois, j'ai laissé cette pensée me traverser. Et si je cédais? Et si je payais le prêt? Et si j'acceptais le coup dur financier pour sauver ce qui restait de mes relations familiales? Mais cette idée a été balayée par un éclair de lucidité. Non. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de respect. De dire stop à des années de manipulation et d'injustice.
C'était refuser d'être utilisé financièrement par les personnes qui étaient censées être mes plus grands soutiens. J'ai pris mon téléphone et appelé Rachel. Il m'attaque vraiment en justice, lui ai-je dit. Et je veux me battre jusqu'au bout. Le procès lancé par mes parents s'appelait officiellement Wilson et Wilson contre Wilson. Ironique, non? Une famille contre un membre de sa propre famille. La plainte faisait 37 pages. Ils y accusaient tout, rupture de promesses verbales, enrichissement injuste, et même fraude familiale, ce qui n'existe même pas en droit. Rachel l'a analysé et m'a confirmé ce qu'elle soupçonnait. C'était une affaire juridiquement très faible. Faite surtout pour m'intimider et me forcer à céder. Mais faible ou pas, je devais répondre dans les 21 jours. Sinon je risquais un jugement par défaut contre moi. Je peux t'aider pour la réponse initiale, m'a dit Rachel. Mais vu la complexité du dossier, tu as besoin d'un avocat spécialisé dans les litiges financiers en famille. Le problème, c'est que ce genre d'avocat coûte cher. Très cher, surtout pour quelqu'un comme moi qui avait un bon salaire, mais pas extravagant. Rachel m'a donné plusieurs contacts. Après avoir consulté 3 avocats différents, j'ai choisi Marcus Bennett, un avocat avec un bon palmarès dans les affaires d'abus financiers familiaux. Son avance de frais était de 10 000 $, presque tout ce que j'avais épargné pendant des années de rigueur budgétaire. Lors de notre première réunion officielle, il m'a dit franchement, « Cette affaire n'a aucune base légale. Vos parents ne peuvent pas vous forcer à payer un prêt que vous n'avez jamais accepté. Surtout un prêt basé sur des documents falsifiés. » C'est une bonne nouvelle, non? Ai-je demandé. Oui, et non. La bonne nouvelle, c'est qu'on finira sûrement par gagner. La mauvaise, c'est que ce finira peut prendre du temps et coûter très cher. La stratégie de vos parents, c'est de vous épuiser financièrement et émotionnellement pour que vous craquiez. Marcus m'a aidé à rédiger une réponse complète à la plainte. Niant toutes les accusations et ajoutant des contre-attaques pour harcèlement, détresse émotionnelle volontaire et diffamation à cause des mensonges publics que ma famille avait racontés sur moi. On a aussi déposé une demande pour faire annuler l'affaire, en expliquant qu'il n'y avait aucun fondement légal. Mais comme Marcus me l'avait dit, la justice prend son temps. La juge affectée à notre affaire, Caroline Reeves, a fixé la première audience pour la demande d'annulation dans 3 mois. En attendant, ma vie continuait à s'écrouler. L'enquête de la société de prêt était toujours en cours. Mais tant qu'elle n'était pas finie, le prêt restait officiellement à mon nom, ce qui affectait déjà mon crédit et m'empêchait de faire d'autres projets financiers. Ma sœur Heather avait emménagé dans la maison au cœur du litige. Et elle postait des photos sur Instagram avec des légendes comme « Trop béni cœur rouge » ou « Les rêves deviennent réalité quand on est bien entouré ». Chaque publication était comme un coup de couteau. La pression financière devenait insoutenable. Entre les honoraires d'avocat, les congés que je devais prendre pour les rendez-vous, et mes dépenses quotidiennes, mes économies fondaient à vue d'œil. J'ai dû annuler mes vacances, arrêter de cotiser à mon plan retraite, et commencer à utiliser ma carte de crédit pour faire les courses, chose que je n'avais pas faite depuis mes années d'études. Mais le pire, ce n'était même pas l'argent. C'était le poids émotionnel. J'ai perdu 5 kilos en un mois parce que je n'arrivais plus à manger. Mes cheveux tombaient par poignées à cause du stress. Je faisais des crises d'angoisse la nuit. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, persuadé d'être noyé sous une dette invisible. Les rares amis qui me restaient essayaient d'être là. Mais je voyais bien qu'ils ne comprenaient pas. Ils me demandaient « Tu ne peux pas juste arranger ça avec eux? C'est ta famille, après tout. Ou pire, peut-être que tu pourrais aider un peu ta sœur, si tu en as les moyens. La famille, c'est pour toujours. » Ces remarques, pourtant pleines de bonnes intentions, me faisaient me sentir encore plus seul. Personne ne semblait comprendre ce que j'avais vraiment vécu. Comment mes propres parents avaient utilisé ma responsabilité financière contre moi. Comment ils avaient commis des crimes en mon nom. Comment ils essayaient maintenant de me forcer légalement à financer la vie de ma sœur. Même ma thérapeute, que j'avais commencé à voir chaque semaine pour gérer mon anxiété, semblait sous-entendre que je devrais peut-être envisager un compromis. Parfois, dans les conflits familiaux, gagner la bataille, c'est perdre la guerre. M'a-t-elle dit un jour. Qu'est-ce que cela te coûterait vraiment de préserver ces liens, même au prix d'un sacrifice financier? Je ne suis jamais retourné à son cabinet après cette séance. Je n'avais pas besoin d'une autre personne pour me dire que je devais me sacrifier au nom d'une famille toxique. 3 mois après le début du procès, l'avocat de mes parents a contacté Marcus avec une proposition de règlement. Voici ce qu'il proposait. Je paierai l'hypothèque pendant 5 ans.
Puis la maison serait refinancée au nom des heures. Si elle arrivait à se qualifier à ce moment-là. Et en échange, ils abandonneraient le procès. Marcus m'a présenté l'offre sans me donner son avis, me demandant simplement ce que je voulais faire. Je suis restée assise dans son bureau à fixer le document de règlement. Le cœur rempli de colère, d'épuisement et de doute. Une partie de moi, vidée, ruinée, au bout du rouleau, était tentée d'accepter. 5 ans de paiement, ce serait très dur. Mais pas totalement impossible. Je pourrais m'en remettre un jour. Mais ensuite, je me suis demandé ce que cela voulait vraiment dire. Accepter, c'était leur donner raison. C'était dire que falsifier ma signature, voler mon identité et m'attaquer en justice était une stratégie qui avait fonctionné. C'était signé pour 5 années de plus de contrôle et de manipulation. Non. Non, ai-je dit enfin, la voix plus ferme que depuis longtemps. Je ne vais pas régler. Ni pour 5 ans. Ni pour 5 mois. Ni même pour 5 minutes. Ce qu'ils ont fait est mal. Et je ne vais pas valider ça en cédant maintenant. Marcus a hoché la tête, une lueur d'approbation dans le regard. Je vais leur transmettre ta réponse. Et, mademoiselle Wilson, pour ce que ça vaut, je pense que tu fais le bon choix. La veille du jour de l'audience pour la demande d'annulation du procès. J'ai touché le fond. Assise seule dans mon appartement. Entourée de papiers juridiques. De factures impayées. Et d'un dîner que je n'avais pas eu la force de finir. J'ai craqué. J'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. De grands sanglots profonds. Comme si toute ma vie sortait par mes larmes. J'ai pleuré pour la petite fille qui voulait juste qu'on soit fier d'elle. J'ai pleuré pour la jeune femme qui avait tout fait seule pour aller à la fac. J'ai pleuré pour l'adulte qui avait construit une vie solide et responsable. Et qui voyait tout ça menacé par les gens censés être les plus fiers d'elle. Et quand les larmes se sont calmées, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. La tristesse était toujours là. Mais avec elle, une force tranquille. Je ne me laisserai pas détruire par ça. Je ne les laisserai pas gagner. Peu importe ce qui se passerait au tribunal demain. Je l'affronterai avec la même détermination, qui m'avait permis de tout construire. J'ai envoyé un message à Marcus. Je suis prête pour demain. Peu importe ce qu'il faudra. Il m'a répondu rapidement. Repose-toi. Je te retrouve au tribunal à 8h30. Et Amber, tu es plus forte que tu ne le crois. Pour la première fois depuis des mois. J'ai dormi toute la nuit. Sans cauchemar. Le palais de justice du comté était un grand bâtiment en pierre. Fait pour intimider. Je suis arrivé à 8h15, avec 15 minutes d'avance. Portant mon tailleur bleu marine le plus professionnel et des talons bas. Marcus m'attendait sur les marches du tribunal. Avec sa mallette à la main et une assurance dans la démarche. Souviens-toi, m'a-t-il dit pendant qu'on passait le contrôle de sécurité. La juge Reeves est connue pour être rigoureuse et juste. Mais elle ne tolère pas les discours émotionnels à la place d'arguments juridiques. Laisse-moi parler, sauf si elle te pose directement une question. On nous a dirigés vers la salle d'audience 4B. D'autres affaires étaient prévues avant la nôtre. De l'autre côté de la salle, j'ai vu mes parents et Heather. Tous les trois étaient habillés de manière très soignée. Comme s'ils voulaient crier au monde, famille respectable. Ma mère serrait un mouchoir. Prête à pleurnicher à tout moment. Mon père était raide comme un piquet. La mâchoire contractée, je connaissais cette expression depuis l'enfance. Ça voulait dire « obéis ». Heather gardait les yeux baissés, mais m'a lancé un regard noir dès qu'elle a cru que je ne regardais pas. Leur avocat, Lawrence Peterson, un homme aux cheveux gris dans un costume hors de prix, a simplement hoché la tête à Marcus. Il ne m'a même pas adressé un regard. À 9h pile, le huissier a annoncé l'ouverture de la séance. La juge Caroline Reeves est entrée. C'était une femme noire d'environ 50 ans, aux cheveux courts et gris, et des yeux intelligents derrière des lunettes élégantes. Elle a enchaîné les premières affaires rapidement mais sérieusement, en prenant le temps pour chaque dossier. À 10h45, le huissier a enfin appelé. Wilson et Wilson contre Wilson. Mon estomac s'est noué. Marcus et moi avons marché jusqu'à la table de la défense. Mes parents et leur avocat sont allés à la table des plaignants. Nous sommes ici pour la demande de la défense visant à annuler le procès, a déclaré la juge Reeves en consultant le dossier. Maître Bennett, vous pouvez commencer. Marcus s'est levé, a boutonné sa veste. Merci, votre honneur. Cette affaire doit être rejetée définitivement car elle ne repose sur aucune base juridique. Les plaignants, M et Madame Wilson,
tentent de faire appliquer un accord verbal inexistant, selon lequel leur fille, ma cliente Amber Wilson, aurait accepté de payer l'hypothèque pour une maison achetée au nom de leur autre fille, Heather Wilson. Il a ensuite démonté méthodiquement chaque point de leur plainte. Qu'aucune preuve d'accord n'existait, que les contrats immobiliers verbaux ne sont pas valables légalement, et que mes parents avaient avoué par écrit avoir signé à ma place sur les documents de prêt, ce qui est un crime fédéral. De plus, Votre Honneur, a poursuivi Marcus. Nous avons déposé une contre-plainte pour détresse émotionnelle, harcèlement, et pour les dommages causés au dossier de crédit de Mademoiselle Wilson, à cause de ce prêt frauduleux. La juge Reeves a écouté attentivement, prenant parfois des notes. Quand Marcus a terminé, elle s'est tournée vers l'autre avocat. Maître Peterson, votre réponse. Peterson s'est levé avec grandiloquence. Votre Honneur, cette affaire concerne avant tout les obligations familiales et les accords implicites qui existent dans le contexte particulier d'une famille. Les Wilson ont élevé leur fille, ont soutenu son éducation et sa carrière. En retour, il y avait une entente tacite qu'elle aiderait sa sœur quand elle en aurait besoin. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas crier que mes parents n'avaient rien payé pour mes études, et que cette entente n'existait que dans leur tête. Marcus m'avait prévenu de garder un visage neutre. Mais il m'a fallu toute ma force pour ne pas réagir. Peterson a continué, sa voix devenant théâtrale. Les Wilson ont agi comme représentants de leur fille pour obtenir le prêt, pensant de bonne foi qu'elle avait accepté d'aider sa sœur à accéder au rêve américain. Ce n'est qu'après l'achat qu'elle s'est retirée de son engagement familial, laissant ses parents sans autre choix que d'agir en justice. La juge Reeves gardait une expression neutre, mais sa question suivante montrait qu'elle était sceptique. Maître Peterson, êtes-vous en train de dire que des parents ont le droit légal de falsifier la signature de leur fille adulte sur des documents de prêt, au nom d'un supposé engagement familial? Peterson a bégayé légèrement. Pas dans ces termes exacts, Votre Honneur, mais dans le contexte spécifique de cette famille. Soyons clairs, a coupé la juge. La plainte reconnaît que la signature de Mademoiselle Wilson a été utilisée, sans sa présence physique. Les plaignants contestent-ils cela? Non, Votre Honneur, a admis Peterson. Mais ils affirment qu'ils avaient une autorisation implicite, basée sur des accords familiaux passés. La juge a levé un sourcil. J'aimerais entendre les plaignants eux-mêmes à ce sujet. Monsieur Wilson, veuillez vous approcher. Mon père s'est levé et s'est avancé jusqu'à la barre des témoins. Il a prêté serment, la main sur la Bible. Son témoignage était un vrai cours de manipulation émotionnelle et de réécriture des faits. Votre Honneur, nous avons toujours été une famille soudée, qui s'entraide, a-t-il commencé avec une voix chaleureuse et paternelle. Quand Amber réussissait dans sa carrière, nous étions si fiers. Nous avons naturellement pensé, d'après nos valeurs familiales, qu'elle voudrait aider sa sœur, qui n'a pas eu la même chance. Avez-vous spécifiquement demandé à Mademoiselle Wilson si elle acceptait de prendre un prêt de 480 000 $ pour sa sœur avant de compléter les documents? A demandé la juge Reeves. Eh bien, pas avec ces mots exacts, a-t-il répondu. Mais nous avons eu de nombreuses conversations au fil des années, sur la situation de logement des heures, et sur la responsabilité d'Amber, en tant que sœur qui réussit, d'aider. Donc c'est un non, a dit la juge d'un ton tranchant. Vous n'avez pas explicitement demandé, et elle n'a pas explicitement accepté. C'était sous-entendu, a insisté mon père. Monsieur Wilson, a continué la juge. Je vous rappelle que vous êtes sous serment. Avez-vous, ou non, falsifié la signature de votre fille sur ces documents de prêt? Mon père s'est agité, mal à l'aise. Je n'utiliserai pas le mot falsifié, Votre Honneur. Ma femme a signé à la place d'Amber, parce que nous pensions sincèrement qu'elle voudrait aider sa sœur. Le visage de la juge s'est durci. Monsieur Wilson, signez le nom de quelqu'un d'autre sans sa permission claire. Ça s'appelle de la falsification. Que ce soit votre fille ou un inconnu, ça reste illégal. Ma mère a ensuite été appelée à témoigner. Elle a offert un grand numéro plein de larmes, disant que j'avais abandonné mes responsabilités familiales, et qu'ils avaient agi par souci désespéré pour le bien-être des heures. Heather a suivi, racontant qu'elle était victime de mon égoïsme financier, et que j'avais toujours refusé de l'aider. Pendant tous ces témoignages, Marcus a parfois objecté quand il racontait des choses fausses ou sans preuve. La juge acceptait souvent ses objections. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai pris une grande respiration. Je me suis dit, reste calme. Raconte juste les faits.
J'ai expliqué comment j'avais fait mes études toute seule, sans aide de mes parents. Comment j'avais travaillé dur pour construire ma stabilité financière. Et que jamais je n'avais accepté de prendre un prêt immobilier pour ma sœur. Mademoiselle Wilson, a demandé la juge Reeves. Y a-t-il eu dans le passé d'autres fois où vos parents ont pris des décisions financières en votre nom sans votre consentement? Oui, votre honneur, ai-je répondu. Puis j'ai raconté plusieurs cas. Comme une carte de crédit ouverte à mon nom. Un prêt co-signé sans que je le sache. Ou des déclarations d'impôts faites à ma place. Et les avez-vous confrontés? A-t-elle demandé. Oui, à chaque fois, ai-je dit. Mais il me disait toujours que c'était normal en famille. Et que je faisais des histoires pour rien. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat Peterson a tenté de me faire passer pour insensible. Il m'a posé des questions comme: n'est-il pas vrai que vous avez toujours mis vos intérêts financiers au-dessus du bien-être de votre sœur? Ou est-ce que ça aurait été si difficile d'aider votre sœur, alors que vous gagnez bien votre vie? Marcus a objecté à presque toutes ces questions, et la juge les a souvent rejetées en disant qu'elles étaient manipulatrices. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est ce que Marcus a présenté à la fin de l'audience. Grâce à la procédure de découverte, on avait récupéré des SMS et des emails entre mes parents. Dans un message, mon père écrivait à ma mère: Amber n'acceptera jamais si on lui demande directement. Mieux vaut aller de l'avant et lui présenter ça comme un fait accompli. Elle a toujours été trop indépendante pour son propre bien. Dans un autre, ma mère répondait: une fois que les papiers seront signés et qu'Heather sera installée, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Elle ne laissera jamais sa sœur à la rue, même si elle râle. Ces messages montraient que ce qu'ils avaient fait n'était pas une erreur de jugement, mais un plan réfléchi et prémédité. Et ça contredisait complètement ce qu'ils avaient raconté sous serment. À la fin de l'audience, la juge Reeves a regardé tout le monde par-dessus ses lunettes. Je vais examiner tous les éléments et rendre ma décision d'ici 10 jours, a-t-elle dit. Mais je veux être très clair. Les liens familiaux, aussi forts soient-ils, ne remplacent pas les principes fondamentaux du droit. Le consentement, les contrats et le respect de l'identité. Audience levée. En rangeant nos affaires, j'ai croisé le regard de ma mère. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une once de regret dans ses yeux. Mais elle a vite remis son masque habituel, plein d'indignation. Tu as bien géré, m'a dit Marcus en sortant du tribunal. La juge a bien écouté nos arguments. Et ses messages ont été très puissants. Mais tu sais, dans les affaires de famille, même quand on gagne, ça ne donne pas forcément une sensation de victoire. Tu es prête à vivre avec ça? J'ai hoché la tête lentement. Je crois que j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Ce n'était jamais vraiment une question d'argent. C'était une question de respect. Ils ne m'ont jamais respecté en tant qu'adulte indépendante, capable de prendre ses propres décisions. Et maintenant, m'a demandé Marcus. Maintenant, je vais me respecter moi-même. Et tenir bon, peu importe la décision de la juge. En le quittant sur les marches du tribunal, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu depuis longtemps. Le verdict n'était pas encore tombé. Mais j'avais dit ma vérité. À la justice. À ma famille. Et surtout, à moi-même. 9 jours après l'audience, j'étais en réunion budgétaire au travail. Quand mon téléphone a vibré. Un message de Marcus. Le jugement est tombé. Appelle-moi quand tu peux. Le cœur battant, je me suis excusé auprès de mes collègues et je suis sorti dans le couloir. Marcus a décroché dès la première sonnerie. La juge Reeves a rejeté l'affaire avec préjudice, m'a-t-il dit d'emblée. Elle a aussi accepté notre demande de sanction contre tes parents et leur avocat, pour avoir intenté un procès frivole. Je me suis adossé au mur, les jambes molles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Plusieurs choses. D'abord, le procès est terminé pour de bon. Ils ne peuvent pas le relancer ni refaire les mêmes accusations. Ensuite, ils devront te rembourser une partie de tes frais d'avocat, comme sanction pour avoir abusé du système judiciaire. Et enfin, la juge a écrit une décision très ferme sur leur comportement, ce qui pourrait servir si le parquet ou la banque décide de poursuivre pour fraude. J'ai fermé les yeux. Une vague de soulagement m'a envahi. Ils doivent me rembourser combien? 15 000 $. Ça ne couvrira pas tout. Mais c'est déjà beaucoup. Il y a autre chose, a ajouté Marcus. La juge a aussi émis une ordonnance de protection temporaire. Tes parents et ta sœur n'ont pas le droit de te contacter directement pendant 90 jours. Elle a invoqué les preuves de harcèlement. Je n'avais même pas demandé cette protection pendant l'audience.
Rachel me l'avait suggéré des mois plus tôt. Mais c'est la juge elle-même qui a jugé cela nécessaire. Marcus a continué. Encore une chose. La juge a transmis l'affaire au procureur du district pour qu'il envisage des poursuites pénales. Concernant la fraude aux prêts, ça ne veut pas dire qu'ils seront inculpés. Mais la possibilité est désormais sur la table. Cette nouvelle m'a laissé avec un sentiment très partagé. Une partie de moi se sentait enfin entendue, reconnue. Mais une autre partie avait encore du mal à imaginer mes parents poursuivis au pénal. Et la maison? Et le prêt? Ai-je demandé. La juge a ordonné que la banque soit informée de sa décision. Ça va aider à faire annuler la fraude à ton nom. Quant à la maison, ça concerne désormais tes parents, ta sœur et la banque. Toi, tu es légalement complètement détaché de tout ça. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise dans la cage d'escalier du bureau. Incapable de bouger. Un tourbillon d'émotions m'envahissait. Le soulagement, la justice, le chagrin, et encore un peu de colère. J'avais gagné. Totalement. Mais cette victoire ne ressemblait pas à ce que j'imaginais. La nouvelle s'est vite répandue. Le soir même, un article est apparu sur le site du Boston Globe. Une juge rejette la plainte de parents ayant falsifié la signature de leur fille sur un prêt. L'article était court mais fidèle. Il citait les documents du tribunal et incluait une déclaration de Marcus. Le respect des limites financières est essentiel, même dans une famille. J'ai éteint mon téléphone ce soir-là. Je ne voulais pas lire les réactions. Le lendemain matin, en le rallumant, j'avais 47 appels manqués, plus de 100 messages. Et une avalanche de notifications sur les réseaux sociaux. Certains venaient de journalistes. Beaucoup venaient de la famille. Des messages de choc, de soutien, mais aussi de colère. Des amis d'enfance qui avaient cru ma sœur m'envoyaient maintenant des messages maladroits. Pour reprendre contact. Mais le plus choquant, c'était le message vocal de ma sœur Heather, laissé à 2h13 du matin. Elle avait clairement bu. J'espère que t'es contente maintenant, disait-elle en sanglotant. Maman a fait 2 crises d'angoisse depuis le verdict. Papa parle de faire faillite. Et j'ai 30 jours pour quitter la maison, parce que la banque saisit tout. T'as détruit cette famille, Amber. Je savais que t'étais égoïste, mais là, t'as dépassé les bornes. J'espère que ton fric te tiendra chaud la nuit. Parce que t'as plus de famille. J'ai supprimé le message après l'avoir écouté une fois. Je ne voulais pas lui laisser le moindre pouvoir sur moi. Tout ce qui arrivait à la maison était la conséquence directe des choix de mes parents, pas des miens. Et je ne pouvais pas contrôler la manière dont ils réécrivaient les faits dans leur tête. 3 jours après la décision du tribunal, j'ai reçu un email inattendu de mon oncle Paul. Le frère de mon père, qui s'était éloigné de la famille depuis des années, pour des raisons que je n'avais jamais vraiment comprises. Amber, j'ai suivi ce qui s'est passé avec tes parents et l'histoire de l'hypothèque. Je veux que tu saches que je suis fier de toi pour avoir tenu bon. Ce qu'ils t'ont fait, ils m'en ont fait une version similaire dans les années 90. C'est un schéma qui remonte à plusieurs générations dans cette famille. Je suis désolé que tu aies dû vivre ça seul. Si tu veux en parler, je suis là. Son message m'a permis de voir ce que je ne comprenais pas encore. Ce n'était pas juste une histoire entre moi et mes parents. Ce n'était même pas juste à propos des heures. C'était un schéma toxique profondément enraciné. De l'exploitation financière déguisée en aide familiale. Et savoir que je n'étais pas la première à en souffrir. Et que Paul avait survécu. M'a apporté un étrange sentiment de paix. Une semaine plus tard, la société de prêt a officiellement conclu son enquête sur la fraude. J'ai reçu des documents officiels. Mon nom avait été retiré de tous les dossiers liés à la propriété. Mon dossier de crédit allait être corrigé. Ils m'ont aussi informé qu'ils envisageaient des poursuites juridiques contre mes parents. Mais que j'étais totalement libéré de toute responsabilité. Comme prévu, l'attention médiatique a disparu rapidement. Mon histoire était assez inhabituelle pour faire la une locale. Mais pas assez sensationnelle pour durer. En 2 semaines, les articles avaient disparu des pages d'accueil. Ce qui ne s'est pas effacé aussi vite. Ce sont les conséquences personnelles. Des membres de ma famille qui m'avaient critiqué au début ont commencé à me recontacter après avoir lu la décision de justice, m'envoyant des messages de soutien tardif, qui sonnaient creux après leur silence initial. Je leur répondais poliment, mais sans leur ouvrir mon cœur. Je savais que regagner ma confiance prendrait du temps, si jamais c'était encore possible. Sur les réseaux sociaux de ma sœur, les photos fières de la maison avaient disparu, remplacées par des citations vagues sur « surmonter l'adversité ».
et se libérer des personnes toxiques. Elle ne me mentionnait jamais directement, mais ses allusions passives-agressives étaient évidentes pour tous ceux qui connaissaient la vraie histoire. D'après des connaissances communes, Heather était retournée vivre chez mes parents, pendant qu'ils suppliaient la banque d'être indulgente. La maison de Winchester était vide. Une image physique des conséquences de leur choix. Un mois après le jugement, ma mère a essayé de me recontacter depuis un nouveau numéro non bloqué. Elle a laissé un message vocal bref, tendu. « Amber, tout ça va trop loin. Il faut qu'on parle en famille et qu'on trouve une solution. Rappelle-moi. » Je ne l'ai pas rappelé. La chose la plus inattendue est arrivée 6 semaines après la décision du tribunal. Une lettre officielle du bureau du procureur. Ils avaient examiné la recommandation de la juge Reeves et avaient décidé de ne pas poursuivre pénalement mes parents, à cause de mon manque d'intérêt pour les charges criminelles et des mesures civiles déjà mises en place. La lettre précisait qu'ils pourraient revenir sur leur décision si de nouvelles preuves apparaissaient ou si je changeais d'avis. J'ai ressenti un immense soulagement. J'avais besoin de me protéger légalement et financièrement. Mais je n'avais jamais voulu voir mes parents finir en prison. Le jugement civil m'avait donné ce qu'il fallait. Un vrai coup près sur le plan juridique. Et la reconnaissance formelle que ce qu'ils avaient fait était mal. Une fois le choc initial passé, je me suis concentré sur la reconstruction de ma sécurité financière. Les 15 000 $ d'indemnité judiciaire que la juge m'avait accordée m'ont aidé à compenser une partie des frais, même si j'en avais quand même payé bien plus de ma poche. J'ai refait un budget. J'ai recommencé à remplir mon fonds d'urgence. J'ai repris les versements sur mon plan retraite. Mais surtout, j'ai commencé à reconstruire mon bien-être émotionnel. J'ai trouvé une nouvelle thérapeute, spécialisée dans les cas de coupure familiale et d'abus financiers. Elle validait ce que j'avais vécu, au lieu de me pousser à réconcilier coûte que coûte. J'ai renoué avec les amis qui m'avaient soutenu pendant la tempête. Et j'ai petit à petit élargi mon cercle social, en m'entourant de personnes qui respectaient les limites saines et l'autonomie. 6 mois après le jugement, j'ai reçu une promotion importante au travail. Je suis passé de cadre senior à responsable d'équipe, avec une belle augmentation de salaire. Le plus ironique, c'est grâce à mon expertise en finance que j'ai pu reconnaître et combattre l'abus financier dans ma vie personnelle. J'ai aussi déménagé. J'ai quitté mon ancien appartement d'une chambre et acheté un nouveau condo lumineux, avec 2 chambres, et un prêt hypothécaire que j'ai choisi moi-même, avec des conditions claires et justes. La 2e chambre est devenue à la fois un bureau et une chambre d'amis, un symbole de mon avancement personnel, et de mon ouverture à de nouvelles relations plus saines. Mon cercle social a lui aussi changé. Certaines amitiés n'ont pas survécu au conflit familial. Surtout celles avec des gens qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais aussi dur avec mes parents. D'autres sont devenues plus fortes. Jessica, mon amie assistante juridique, celle qui m'avait aidé au tout début, était devenue une vraie confidente. Mon collègue Marc, qui m'avait couverte sans poser de questions pendant mes absences pour le tribunal, était devenu un véritable ami. Et, chose la plus inattendue, j'avais aussi construit une vraie relation avec mon oncle Paul. Nos échanges par email sont devenus des appels réguliers, puis des visites. Grâce à lui, j'ai compris que ce qui m'était arrivé n'était pas personnel. C'était un schéma toxique transmis depuis des générations. Ton grand-père a fait la même chose à ton père, m'a dit Paul un jour. La différence, c'est que ton père s'est plié au système. Il est devenu un maillon de la chaîne. Toi, tu l'as brisé. Ce changement de perspective m'a aidé à guérir. Je ne voyais plus mon histoire comme un échec familial, mais comme une décision courageuse de ne plus perpétuer la toxicité. Un autre soutien est venu d'un endroit encore plus inattendu. Un groupe de soutien en ligne pour les personnes victimes d'abus financiers par leur famille. Au départ, je ne faisais que lire et partager des conseils. Puis j'ai commencé à y raconter mon histoire anonymement. Puis avec mon vrai nom. Puis lors de conférences et ateliers sur l'éducation financière. À chaque fois que je parlais, ma douleur perdait un peu de son pouvoir sur moi, et gagnait en pouvoir pour aider les autres. Une femme a écrit dans le groupe. Ton histoire m'a donné le courage de vérifier mon dossier de crédit. J'ai trouvé 3 comptes que je n'avais jamais ouverts. Sans ton témoignage, je ne l'aurais jamais fait. Ces messages me rappelaient une chose essentielle. Me défendre n'avait pas été seulement une question de prêt ou d'argent. C'était remettre en cause une idée fausse très ancrée.
que l'exploitation financière est normale quand elle vient de la famille. Et en disant non, je n'avais pas juste protégé ma vie. J'avais ouvert la voie pour d'autres. Environ 1 an après la fin du procès, je me suis retrouvé dans un petit café à Cambridge, face à une jeune femme nommée Rachel. Elle me faisait terriblement penser à moi. Il y a 18 mois. Elle tenait un dossier rempli de relevés bancaires. Les yeux fatigués, pleins de stress. Mes parents ont pris un prêt auto à mon nom, m'a-t-elle expliqué d'une voix tremblante. Ils disent que c'est mon devoir de les aider. Parce qu'ils m'ont élevé. Mais je suis encore en train de rembourser mes prêts étudiants. Et j'ai du mal à payer mon propre loyer. J'avais rencontré Rachel via le groupe de soutien en ligne. Pour les victimes d'abus financiers en famille. J'étais devenue modératrice de ce groupe. Et c'était la première fois qu'on se voyait en personne. Je lui ai dit doucement. D'abord, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas seul. Ce qu'ils font n'est pas normal. Peu importe comment ils essaient de le présenter. Je lui ai expliqué ses options. Geler son crédit. Signaler la fraude. Chercher une aide juridique. Tout en me souvenant de ce que j'avais vécu. Car même après le verdict, j'avais dû affronter un long processus de reconstruction émotionnelle. La vérité, c'est que je n'avais pas seulement perdu une relation avec ma famille. J'avais dû faire le deuil de la famille que je pensais avoir. Pendant des années, je m'étais raconté une version adoucie de mes parents et de ma sœur. Mais maintenant, je voyais la réalité. Ils m'avaient toujours considéré plus comme une ressource que comme une personne. Au début, après le procès, je suis passé de longues périodes de vide émotionnel, à des crises soudaines de rage ou de tristesse. Une chanson à la radio. Une photo de famille sur le bureau d'un collègue. Une remarque sur les vacances passées avec les parents. Tout pouvait me replonger dans le chagrin. Ma nouvelle thérapeute, le docteur Lena Martinez, m'a beaucoup aidé à traverser cette phase. Elle m'a dit lors d'une séance difficile. Tu ne pleures pas seulement la perte de ta famille. Tu pleures aussi la perte de l'illusion. De ce que ces relations auraient pu être. Et tu fais le deuil de l'enfance que tu méritais, mais que tu n'as pas eue. Ce changement de perspective m'a soulagé. Il m'a permis de reconnaître la profondeur de ma douleur, tout en réalisant que ce que j'avais perdu était en grande partie une illusion. Grâce à la thérapie, j'ai aussi appris à démêler le filet de culpabilité et d'obligation déformée que ma famille m'avait imposé depuis l'enfance. On m'avait appris à croire que mes besoins étaient égoïstes et que ceux des autres passaient toujours en priorité. Que poser une limite, c'était attaquer l'unité familiale. Le docteur Martinez m'a dit un jour. L'abus financier est très sournois, parce qu'il touche à la survie, à la sécurité et à l'amour. Quand quelqu'un manipule ton argent, il ne s'en prend pas juste à ton portefeuille. Il s'en prend à ta capacité à te sentir en sécurité dans le monde. Grâce à cette vision, je ne voyais plus mon histoire comme une simple dispute familiale, mais comme un acte nécessaire de protection de soi, contre des gens qui n'avaient jamais vraiment veillé à mon bien. Pendant que je soignais mon cœur, je rebâtissais aussi ma vie. 6 mois après le procès, j'avais obtenu une belle promotion. Et avec mon nouveau salaire, j'ai pu reconstituer mon fonds d'urgence en moins de 10 mois. J'ai aussi consulté un conseiller financier, qui m'a aidé à mettre en place des protections solides. Surveillance de mon identité, gel de mes dossiers de crédit, et un plan successoral précis, pour que jamais plus personne ne prenne de décisions financières à ma place. Vous avez transformé un traumatisme financier en force, m'a dit le conseiller lors d'un rendez-vous. C'est rare et impressionnant. Assise avec Rachel dans ce café de Cambridge, je reconnaissais en elle ce mélange que j'avais moi-même vécu. La peur, la détermination, et un espoir discret. Pendant qu'elle posait des questions et prenait des notes, je voyais son corps se redresser un peu, comme si elle reprenait confiance, centimètre par centimètre. Puis elle a demandé la question que moi aussi, je m'étais posée pendant des mois. Et s'il ne me pardonne jamais? J'ai pris le temps de réfléchir, regardant la vapeur monter de ma tasse. C'est la partie la plus difficile, ai-je admis. Mais un jour, j'ai compris que je me posais la mauvaise question. La vraie question n'est pas « Est-ce qu'ils vont te pardonner de t'être protégé ?» La vraie question, c'est « Est-ce que tu vas te pardonner à toi-même si tu ne le fais pas ?» Rachel a hoché lentement la tête. Je voyais qu'elle comprenait enfin. Je pense que je dois passer quelques coups de fil, a-t-elle dit en rangeant ses documents, plus droite, plus ferme.
En nous quittant, je lui ai tendu ma carte. Peu importe ce que tu décides, tu n'es pas seul. Le groupe est là. Et moi aussi. En rentrant chez moi ce jour-là, je repensais à tout ce parcours. Long, douloureux, mais finalement libérateur. La famille que j'avais tenté de satisfaire pendant 32 ans n'était plus dans ma vie. Et ce vide me faisait encore mal, parfois. Mais à la place, j'avais construit quelque chose de plus précieux. Une confiance inébranlable dans mon jugement. Un cercle d'amis choisis, basé sur le respect et non sur l'obligation. Et la certitude que je pouvais poser des limites. Même face aux personnes qu'on m'avait appris à toujours privilégier. Le procès, que mes parents avaient lancé comme une arme de contrôle, était devenu le point de départ de ma libération complète. Émotionnelle et financière. En essayant de me forcer à payer une maison pour ma sœur. Il m'avait poussé à bâtir quelque chose de bien plus précieux. Une vie ancrée dans des relations vraies. Des limites claires. Et une paix intérieure que personne ne pourrait plus me prendre. Alors que j'atteignais la porte de mon immeuble. Mon téléphone a vibré. Un message du groupe de soutien. Une nouvelle personne vient de rejoindre le groupe, disait le message. Elle racontait une histoire terriblement similaire à la mienne. Et à celle de Rachel. Je me suis arrêté quelques secondes sur le pas de la porte. Et j'ai rédigé un message d'accueil bienveillant. Le cycle de l'exploitation financière familiale ne sera peut-être jamais totalement brisé. Mais chaque personne qui ose dire « assez » l'affaiblit un peu plus pour les générations à venir. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon de tout ce chemin. Parfois, le plus bel héritage qu'on peut laisser, ce n'est pas de l'argent, mais l'exemple de ce que sont des limites saines. Et le courage de les maintenir. Même quand ça fait mal. As-tu déjà dû poser des limites difficiles avec ta famille à propos d'argent? Je serais curieux d'entendre ton expérience. Et si mon histoire t'a parlé, pense à mettre un « j'aime » et à t'abonner pour d'autres histoires vraies sur les dynamiques familiales complexes. Rappelle-toi, protéger ton bien-être financier n'est pas égoïste. C'est une forme essentielle de soin de soi. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle t'aidera à trouver le courage de protéger tes propres limites. Quelles qu'elles soient.